Bonsoir amis, fidèles sportifs et amateurs. C'est l'instant du débat sur CRTV Sports and Entertainment Sport Club. Ce jour, ce sera à grande vitesse sur les pédales du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, 18e édition, compétition qui s'ouvre mercredi prochain à Banganté. On traversera la ligne d'arrivée après 3 sprints intermédiaires, celui du processus électoral de la FECAFOOT en hibernation dans les juridictions, celui de la rupture entre Samuel Eto'o-Fils et Seydou Mbombo-Njoya, président intérimaire de la FECAFOOT en ce moment, et celui du projet de la FIFA d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans plutôt que 4. Un projet qui fait des vagues en ce moment. Voici vos éclaireurs durant les 90 minutes qui vont suivre le temps de ce programme. D'abord à ma droite, Emmanuel Bodi Bankolo, bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Puis à ma gauche, Sando Lomtiti, journaliste et consultant dans cette maison également. Bonsoir. Bonsoir Évariste, merci de m'avoir invité. À vous aussi, vous êtes bienvenu sur ce plateau, Jean-Baptiste Biaé, vous qui êtes directeur de la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Bienvenue. Bonsoir Évariste, bonsoir à tous les téléspectateurs, à mes copanélistes. On vous retrouve, cher monsieur, dans un court instant. Ce sera pour la pause actu, mais d'abord une petite respiration. Le virus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. C'est une course sur route, cette édition de Sports Club. Et d'abord, le premier sprint intermédiaire. Voici venu le moment de la pause actualité. Premier sprint intermédiaire, donc, les raisons d'une rupture entre Samuel Eto'o et Seydou Mbombo-Njoya. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le torchon brûle entre ces deux alliés. Il y a quelques années seulement, lorsqu'ils effectuaient donc leur entrée à la FECAFOOT, l'un accompagné de l'autre. Mais en ce moment, ils sont des concurrents, des adversaires lors de la prochaine élection. Et du coup, l'un peut fermer la porte à l'autre. Les raisons d'une telle rupture, on les interroge. D'abord, Emmanuel Bankolo, un tout premier commentaire. Quelles sont les nouvelles que vous avez de Samuel Eto'o et Seydou Mbombo-Njoya? Seydou, je crois que de ce côté, il est outre-Manche par rapport aux raisons qu'on sait. Samuel, lui, il est entre le Cameroun et puis l'autre côté parce qu'il est en train d'affûter ses armes. Il essaye aussi de se faire adouber, de convaincre ses pairs de ce qu'aujourd'hui il est quelqu'un de différent, il est quelqu'un qui voit les choses autrement. Il essaie aussi de convaincre le peuple camerounais de ce que, il reconnaît que ce qui est dit de lui est vrai, c'est-à-dire que c'est lui qui aura fait venir dans la maison football tout ce beau monde-là. Et que 2, il a envie de pouvoir nettoyer le crachat qui lui est revenu sur la figure. Donc, à partir de ce moment, je crois qu'il y a moult tractations et que, apparemment, de ce qui se voit et de ce qui se dit et ce qui se fait, on a comme l'impression que chaque jour, il trouve un terrain où vous avez des personnes qui disent oui, pourquoi pas lui donner la chance de nettoyer le crachat sur son visage et peut-être être celui-là qui pourrait permettre simplement à notre football de renaître. Mais seulement pour tout cela, ce qui est le plus intéressant, c'est son rétro-pédalage sur le fait de l'AG de 2009, dans sa note à la FIFA et même au ministre des Sports. On a un Samuel totalement changé, on a un Samuel qui donne l'impression
d'être né de nouveau. Donc, on va qui donne interroger tout à l'heure l'impression d'être cette celui qui a renaissance. compris, ouais, On va interroger tout à l'heure cette renaissance. Je reste quand même avec vous. Vous avez évoqué le mot crachat à 3 reprises. De quoi s'agit-il? Non, c'est pour dire simplement quoi. C'est pour dire simplement que avec Maître Hapi, il avait fait dire que c'était la personne idoine. On a vu ce qui nous est arrivé. Après, il y a eu Seydou Mbombo-Njoya. On sait ce que notre football vit. Entre les deux, vous avez eu aussi l'épilogue Ahmad. Donc, Samuel faisait savoir que oui, il était la personne idoine pour mener au mieux les destinées du football africain. Donc, c'est pour cela que je dis, Samuel, à l'époque, il avait simplement craché en l'air. Aujourd'hui, cela lui est retombé sur le front. Maintenant, est-ce qu'on devrait lui attacher les bras? Est-ce qu'on devrait lui interdire de nettoyer le crachat sur son visage et de pouvoir simplement apporter maintenant des choses qui viennent de lui-même et qu'après, que ce soit lui intégralement qui soit jugé. Là reste la question, et je crois que c'est pour ça qu'il se bat aujourd'hui, juste pour le fait qu'on lui permette de nettoyer le crachat sur son front. Autre question, et cette fois adressée à Sando, l'homme Titi, on l'entend très peu ou presque pas. Cela fait peut-être partie de sa personnalité, Seydou Mbombo-Njoya. Peut-être aussi que les circonstances actuelles, là j'évoque la disparition de son père, Ibrahim Mbombo-Njoya, le sultan roi d'Ibamoun. Mais pourquoi on l'entend si peu? Il est candidat, ça c'est connu déjà, mais il effectue peu de sorties. Il est président en activité, même si l'élection a été annulée. Donc, entre-temps, il bénéficie des outils de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire les communicants de cette fédération qui font le travail en ses lieux et places. Il n'a pas besoin de mener un type de combat. Il sait où il va certainement. Il connaît mieux que quiconque la capacité de nuisance de son premier employeur, qui est M. Samuel Eto'o. Donc, à partir de ce moment-là, il faut redouter, parce que dire quelque chose qui risque de blesser l'ego d'Eto'o, Eto'o n'est jamais plus virulent que lorsque son ego a été bousculé. Qu'est-ce qui fâche entre les deux? J'aime à le dire, peut-être ce n'est pas pour présenter l'image des deux personnalités, mais j'aime à le dire que braquer, c'est la chose la plus facile. Mais c'est le partage entre les bandits qui pose problème. Lorsque le chauffeur de taxi va vous dire non, moi j'ai pris le risque avec mon taxi, vous ne pouvez pas me donner le montant égal ou inférieur à celui qui a tiré. C'est à ce moment-là que les dénonciations arrivent et qu'on arrive à la police et on arrête les gens fin de film. Parce que ceux qui ont assisté à l'élection de 2018, on a vu quand même la main forte de l'implication réelle de M. Samuel Eto'o pour l'élection de M. Seydou Mbombo-Njoya. Donc maintenant, certainement, il attendait le retour sur investissement, pas sur le plan financier, mais en termes de reconnaissance. Vous avez vu des images qui ont défilé sur l'écran tout à l'heure. M. Eto'o était devant, comme assisté de M. Alim Konaté, M. Seydou Mbombo-Njoya était derrière, comme pour dire que le patron était devant, le principal collaborateur était derrière. C'est tout comme. Maintenant, la guerre est ouverte entre les deux parties. La guerre est ouverte pourquoi? Samuel Eto'o, selon certaines sources... Est-ce qu'il s'agit d'une guerre ou d'une mésentente? Non, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'en fait, quand vous essayez de voir ceux qui étaient proches de M. Eto'o qui sont mis de côté. Vous avez Fabien Vogo, président de la Ligue régionale, qui prend des flèches envenimées par les proches du président de la fédération. Quand vous regardez les autres coups, le secrétaire général est tombé pour avoir dit clairement qu'il est du côté de Samuel Eto'o. Vous voyez que ce n'est pas... On l'a soupçonné de rapprochement vers un adversaire du président actuel. Oui, mais en fait, ce n'est pas... On ne peut pas arriver dans un contexte de soupçon. Ce sont les enfants de la même maison. Les deux, que ce soit le président, que ce soit le secrétaire général, ont été placés par Samuel Eto'o. On se donne dans le cadre de soupçon parce que rien n'était caché dans ce jeu-là. Donc, il a pris position ouvertement. Ouvertement. Maintenant, qu'est-ce que Samuel Eto'o reproche à M. Seydou? C'est tout simplement parce qu'il estime, il déclare d'ailleurs dans certains couloirs bien introduits, je n'en dirai pas plus parce que je suis passé par là, que M. Seydou a lâché Ahmad, que M. Seydou a trahi M. Constant Omari. Donc voilà les deux éléments réels
sur lesquels M. Eto'o s'appuie. Mais trahison pour trahison, tous ont trahi, parce que tous ont lâché M. Iya, tous ont lâché M. Comment vous appelez, M. Issa Yatou, tous ont lâché à un moment donné. Alors finalement, il y a des éléments au fil du temps, là, on le remarque. On va permettre aussi à Jean-Baptiste Biaé, pour sa première sortie dans cette émission, de nous dire quand même comment lui, il entrevoit cela. Les alliés d'hier à la conquête du trône fédéral qu'ils ont obtenu, on s'est attendu à ce qu'il y ait une entente juste entre les deux, mais aujourd'hui ils sont adversaires. Comment comprendre cette scission? D'abord, nous sommes dans un environnement démocratique et il faut laisser la possibilité à chaque citoyen, lorsqu'il se sent les capacités, de pouvoir se présenter à une élection tant est que les règles sont définies longtemps à l'avance. Ça, c'est la première chose que je souhaite dire. Donc, le fait de donner la possibilité à un citoyen nommé Samuel Eto'o fils pour candidater à la présidence de la FECAFOOT ne me cause pas, moi personnellement, de tort. Par contre, ça me permet de comprendre que il y a une sorte d'ambiance qui permet de faire émousser des passions, qui déchaîne des passions et donne la possibilité aux observateurs de voir à peu près qui est capable de diriger une fédération comme celle de football ou pas. Est-ce que c'est juste pour animer les joutes électorales? Ça peut être pour animer. Rien ne précise que quelqu'un peut être sérieux dans cette candidature. Vous savez qu'il y a d'autres candidatures. Il n'y a pas simplement Eto'o, il y a Mabouan Kesak, qui est également candidat. C'est-à-dire que des coalitions sont possibles, voilà, des dislocations. On en a. Donc, les amitiés qui se sont nouées hier peuvent se lézarder autour d'une élection comme celle-là parce que ça cristallise beaucoup d'attention. Moi, j'ai souvent coutume de dire que se faire élire président de la République est plus facile au Cameroun que se faire élire président de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez à peu près les joutes oratoires, les joutes entre dans les médias, comment est-ce que les amitiés se lézardent tous les jours par rapport à une association sportive qui existe parmi les 54 que compte le Cameroun aujourd'hui. Pourquoi cela cristallise-t-il d'attention? Donc, moi, je crois que ça met beaucoup d'ambiance, parfois pour rien. Vous savez, il y a eu des élections qui se sont déroulées à la Fédération camerounaise de football par le passé, où certains candidats, je ne les nommerai pas ici, et j'espère que ce disque-là étant rayé, les autres ne vont pas copier la même chose, où ils sont allés battre campagne dans leurs régions respectives. Moi, j'ai vu des gens du RDPC, pour ne pas nommer ce parti politique, soutenir un candidat à la Fédération camerounaise de football. Quelqu'un est allé battre campagne chez lui au village pour être président. Est-ce que pour être président de la Fédération camerounaise de football, on a besoin des voix? Le collège électoral est connu. Oh, le collège, c'est pas... Très bien, vous avez compris. Le collège électoral est connu. Les acteurs sont connus. On sait exactement qui doit voter, qui et à quel moment. Or, c'est à ce niveau-là, me semble-t-il, si mes informations sont exactes, se trouvent les problèmes dans la convocation des assemblées générales qui doivent élire le président de la FECAFOOT. Vous savez qu'à ce niveau-là, les acteurs ne s'accordent pas là-dessus. Il y a une assemblée générale qui est querellée par rapport à une autre. Donc, au-delà des adversités, moi, je dis il faut faire extrêmement attention. D'abord, premièrement, parce que tout ce qui se déroule en ce moment se déroule dans une ambiance délétère qui nécessite qu'on mette un peu de bémol parce qu'on a besoin de sérénité en ce moment dans le mouvement sportif national, étant entendu que le Cameroun organise l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations plus de 50 ans après. On arrivera à vous organisez une assemblée générale élective le 11 décembre 2021. On arrivera à quelques jours simplement de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec tout ce que ça génère comme joute, je vous dis que difficile de se faire élire président de la FECAFOOT, facile de se faire élire président de la République dans ce pays. Et ça, c'est vous qui signez. Sando Lomtiti, vous évoquiez les racines du mal de manière historique. Vous êtes remonté à Iya Mohamed. Vous avez évoqué également le dernier président de la Confédération africaine de football, Ahmad. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu reconfiguration des intérêts depuis l'arrivée de Motsepe à la Confédération africaine de foot? Non, déjà que M. Seido, lui, l'a choisi Motsepe.
et Samuel Eto'o était resté crampé du côté de Hamad. À partir de ce moment-là, il y a comme une trahison de la part du poulain d'hier et qui se dit, votre camp a gagné, puisque Samuel Eto'o, sauf erreur de ma part, Emmanuel va me corriger. Est-ce que Samuel Eto'o est encore conseiller du président au niveau de la CAF? Non. Ça veut dire qu'il a perdu et vous êtes devenu 4e vice-président. Donc vous avez gagné un galon par rapport à lui. Vous dites que Seydou Bobo aurait fait le bon choix. Il a fait son choix, qui peut-être n'est pas le choix qui engage. Mais très rapidement, je voudrais dire, parce que Emmanuel a parlé de rétro-pédalage de Samuel Eto'o au sujet d'une certaine assemblée générale, dont celle de 2009. Moi, je pense que la personne qui doit rire au jour d'aujourd'hui, c'est Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, pourquoi? Parce que lors du passage de M. Api à la tête de la Fédération camerounaise de football, président du comité de normalisation, monsieur, il avait presque rétabli les assemblées générales jusqu'au niveau régional de 2009. Jusqu'au niveau régional. Et M. Joseph-Antoine Bell avait salué cette action tout en précisant que comme vous-même, vous avez reconnu que c'est l'Assemblée générale de 2009 qui doit être là, il est très facile d'écrire une lettre, de dire laissez l'Assemblée générale de 2009 venir toiletter la maison avant toute chose. Il n'a pas été véritablement entendu. Donc je dis, il y a des pistes comme ça qui nous laissent croire qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un combat entre M. Seydou Mbonjoya et M. Eto'o. C'est la guerre. Utilisons les termes qui correspondent au niveau du combat qui se passe entre les deux. Et vous avez vu, on a utilisé toutes sortes d'influences. Bon, maintenant, Samuel est sur le plan international, planétaire, pour faire sa campagne et tout. Si vous avez observé, les images que Samuel a utilisées tant aussi, ça peut être les images de 10 ou 15 présidents de la République et autres qu'il a salués. Il a mis de côté Hamad, il a mis de côté Fantino, avec qui il a cheminé un temps. C'est pour vous montrer sa puissance. Maintenant, Seydou Mbonjoya bouscule le protocole de l'État du Cameroun en faisant partir à Fumban le président de la Confédération africaine de football, avec tous les risques que cela comporte. C'était pour dire, voici mon niveau. Si toi tu es de l'autre côté, nous l'Undamba, comme on dit au quartier, ça se joue aussi. Donc chacun utilise des armes qui sont des armes suffisamment violentes et qui peuvent permettre ou bien pousser l'État du Cameroun à reconsidérer un certain nombre de choses. Et voilà, je le dis très rapidement, il y a une erreur protocolaire qui a fait en sorte que le chef du gouvernement ne puisse pas se déplacer au niveau du palais de congrès pour le tirage au sort de la CAN. C'était à la veille de ce tirage au sort, donc, bien entendu. C'est entendu, Sando. Emmanuel Bakolo, est-ce que vous avez l'impression également qu'il s'agit d'une guerre, qu'elle est ouverte? On se demande bien si Samuel Eto'o n'a pas tenté un arrangement, tenté de recoller les morceaux. On se souvient justement que dans la foulée des préparatifs du tirage au sort de la CAN 2021, Samuel Eto'o, arrivé au Cameroun, s'est rendu au palais de Fumban. Je pose cette question avec une pensée pour le défunt sultan, roi Seydou Mbonjoya. Est-ce qu'il n'était pas allé rencontrer le sultan pour tenter une conciliation? Je crois que aujourd'hui, le revirement de Samuel est au niveau, en termes de violence, est au niveau un peu du degré d'humilité et de la main tendue qu'il avait eu. Justement, la démarche avait été louable, celle de repartir vers le père et dire, voilà le problème que j'ai avec mon frère. Il y a bien longtemps, je lui demande de me remettre mon cartable et il estime que ce cartable maintenant est beaucoup plus approprié à son dos et qu'il ne me le remet pas. Donc, à partir de ce moment... C'est-à-dire qu'il avait passé un deal avec le président de l'Afrique. Voilà. Et aujourd'hui, le président a estimé que Samuel et lui ont déjà pratiquement les mêmes amis et que son bras aussi est assez long puisqu'il parle à tu et à toi avec le président de la Fédération internationale de football association, à tu et à toi avec madame le secrétaire général de la FIFA, il est à tu et à toi avec le secrétaire général de la CAF, le président de la CAF. À partir de ce moment, il estime qu'il n'a plus besoin de Samuel et que lui, il travaille directement avec les instances, celles qui gèrent le football. Par conséquent, pour lui, il estime qu'aujourd'hui, il est à l'intérieur et que Samuel est à l'extérieur. Il faut simplement suivre ses communicants, il faut simplement écouter quelques hauts cadres de la fédération, en fait, ceux du comité exécutif, pour comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que le langage est dur et il y en a qui vont jusqu'à vous dire, Samuel,
tant qu'il sera sur notre chemin, nous allons le broyer. Ce qui il y a encore 5-6 mois, vous disiez que Samuel est ce qu'il y a de mieux pour le Cameroun. C'est la meilleure chance pour le Cameroun. Donc, à l'époque. On peut mieux comprendre, Emmanuel, cette descente de Samuel Eto'o à Fumban, c'était quoi le message? Dire au sultan, roi défunt, écoutez, Seydou Mbombo-Njoya, mon frère, n'a pas respecté les clauses du deal. Alors je vais passer au combat, tel que l'évoquait Sando Lomtiti tout à l'heure, ou alors c'était, papa, il y a encore un peu de temps pour que vous puissiez le rappeler à l'ordre. Non, c'était aller le prévenir simplement de ce qui arriverait. Le combat. Et pour que le sultan roi ne soit pas surpris de ses actions à venir. Donc, il s'est dit que poliment, il s'en va dire au père quelles sont les actions que lui va mener. Et on voit bien que quelques mois après, ça a commencé avec des réunions et les actions ont suivi. Maintenant, reste à voir. Mais je crois pour ma part que le tout et le plus important reste dans le fait de faire savoir au monde entier que le Cameroun n'est pas un pays hors la loi. Le Cameroun est un pays où les citoyens ont un respect énorme de la loi et des textes. Et c'est en cela que tout à l'heure on parlait un peu de la naissance de nouveau de Samuel, qui invite aujourd'hui les uns et les autres à aller vers le respect des textes et de la loi. Donc aujourd'hui, il fait savoir par une autre voie qu'il aurait été trompé hier par ceux à qui il avait fait confiance. Ceux qui lui avaient fait croire qu'en fait l'AG de 2009 n'était plus existante et que c'était celle de 2018, puisque c'est les éléments qu'on lui avait mis sur la table et c'est exactement ce qu'il défendait. Sauf que, chemin faisant, il a bien compris, après moult explications, même de l'intérieur de la CAF et de la FIFA, qu'il avait fait fausse route et que le meilleur des chemins était exactement celui de l'AG de 2009 qui devrait mettre en place simplement la structure qui devrait conduire le processus. Et voilà, c'est pour cela qu'il évoque l'AG de 2009 dans sa missive au ministre des Sports. Merci Emmanuel. Je termine par vous, Jean-Baptiste, sur cette première pause. Actu, vous qui croyez, vous qui avez foi en certains mouvements de ces blocs en termes de dislocation ou de rapprochement tant que le processus électoral est en cours. Est-ce que vous pensez qu'une conciliation est possible entre Samuel Eto'o et Seydou Mbombo-Njoya pour faire un meilleur bloc? D'abord, rien n'est impossible aux Camerounais. Il s'agit bien de la Fédération camerounaise de football. Et quels sont les éléments qu'il indique? Dirigée par les Camerounais et non par d'autres personnes. Donc, tout est possible. Il y a une réconciliation possible. Pourquoi voulez-vous absolument que les gens des différences et qui ne puissent pas se rapprocher un jour? Donc, moi, j'ai foi qu'un de ces quatre, peut-être que l'intérêt supérieur du football camerounais permettra aux uns et aux autres de s'asseoir sur la table et de penser plutôt Cameroun que de penser aux intérêts personnels, égoïstes et tout à fait partisans. Parce que le football a réussi aujourd'hui à faire observer des clans et des camps qui ne servent pas finalement au football. Sur le débat précédent, je crois qu'il y a eu une erreur diplomatique très grave de ma part, étant entendu que Motsepe, le président de la CAF, a pour interlocuteur les chefs d'État. Il ne peut pas venir au Cameroun, il laisse le chef de l'État camerounais tranquille, mais il se précipite à aller à Fumban. Paix à l'âme du roi sultan de Bangou. Il y a eu mauvais aiguillage. Ce n'est pas de sa faute, mais il y a eu un très mauvais, j'allais dire, une très mauvaise affaire sur le plan diplomatique, que cela n'a pas été certainement bien apprécié si on en juge par les actes qui sont posés par la suite. On a vu que lorsqu'il a décidé de venir au Cameroun, d'ailleurs, le secrétariat de la CAF a annoncé aux médias que pour sa deuxième venue au Cameroun, il sera reçu par le président de la République, comme si c'est lui qui avait l'agenda du président de la République pour annoncer qu'il sera reçu par le chef de l'État. Et vous avez très bien vu qu'il n'a pas été reçu. Parce que le président de la République, les Camerounais le connaissent et il connaît les Camerounais. Lorsque vous regardez à peu près comment M. Biya agit dans
sa manière de se dire, mais il n'est pas ce genre. Ce n'est pas le président de la CAF qui donne un agenda au président de la République. Et on a très bien vu. Vous avez dit quelque chose là, je voudrais très rapidement rassurer les uns, parce qu'il ne faut pas être naïf. Vous avez dit que c'est dans le cœur qu'il y a la paix, comme Gemalo dit, c'est dans le cœur qu'il y a la guerre. Rassurez certainement, la paix entre Samuel Eto'o et Seydou Mbonjoya est du même type que la paix entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le bonheur, c'est peut-être dans des décennies très lointaines. Pour plus tard. Alors, je termine très rapidement, comme c'était la fin de la pause actuelle concernant le football. Si j'étais ministre des Sports et de l'Éducation physique, j'aurais dû demander de surseoir à l'élection à la FECAFOOT le 11 décembre. On verra bien. On aura peut-être quelques éléments dans cet autre arrêt. Il faut aborder la compétition qui nous attend en janvier avec sérénité. Tout à fait. Ce sera certainement fait. Deuxième arrêt dans cette pause actuelle, deuxième sprint intermédiaire. On reste là à la FECAFOOT, décidément, épicentre de plusieurs mouvements à la surface du football camerounais. L'élection à la FECAFOOT est-elle en suspens ou le processus se poursuit? Que va-t-on faire après la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun? Quels peuvent être les lendemains? Emmanuel Bakolo. Il faut dire simplement que si au niveau de la Chambre, on décide de ne pas connaître des décisions de certains de leurs collègues, il est possible que les uns et les autres aillent le plus loin possible. Parce que, quel que soit le cas, la loi camerounaise leur donne encore le pouvoir, la possibilité de recours. Non seulement de recours, mais ceux qui sont dans le droit aujourd'hui ont la possibilité d'obtenir un commandement à exécution avec une grosse. Et à partir de ce moment-là, je sais que on sait tous que lorsque vous avez un commandement à exécution assorti d'une grosse, vous êtes capable d'aller chercher soit la gendarmerie, soit des gros bras et de faire exécuter, parce qu'il vous appartient à partir de ce moment-là de faire exécuter la décision. Ce n'est pas celui qui aura subi qu'il appartiendra de participer à l'exécution de la décision, mais c'est à vous. Et c'est ce qui est arrivé un peu avec 2009, qui a obtenu 2 fois l'exéquatur, qui a même obtenu un commandement à exécution forcée, mais qui attendait que ceux assis dans les locaux de la fédération à Tchinga sortent de là bonnement un matin et leur disent, bon voilà, nous allons. Non, quand vous avez la force du droit de l'État avec vous, il vous appartient de faire exécuter. Et quand on dit exécution forcée, ça veut dire qu'il peut même y avoir de la brutalité, de la violence, que l'État reconnaîtra que oui, on vous a fait parvenir un document via l'huissier, vous avez fait le choix de vous faire violenter ou brutaliser. Par conséquent, nous ne répondons pas de cela. Et quand vous discutez un peu avec les différents protagonistes, il y a une partie qui vous dit qu'elle ira jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'elle fera exécuter les décisions. Maintenant, il faut aussi dire, on parlait tout à l'heure de paix et on parlait de comment accorder les violons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à la tête de la commission électorale, on a un très grand magistrat, le magistrat Schlick. Il serait quand même de bon ton de savoir que le magistrat Schlick et ceux de la CCA essayent d'accorder leur violon, qu'il y ait une oreille tendue et qu'on se dise définitivement que au-delà d'être président de la commission électorale, pour vous permettre d'avancer, pourquoi les sons discordants alors que ici, à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, on a des magistrats de calibre, et là, à la FECAFOOT, commission électorale, on a un magistrat de calibre. Mais pourquoi les sons dissonants? Pour répondre à votre question, peut-être un seul mot, intérêt. Intérêt. Sûrement, à la commission électorale, on a intérêt à ce que le processus se poursuive, même dans l'illégalité. On ferme les yeux. Et à la CCA, on a un intérêt à ce que ce soit arrêté pour faire respecter la loi et faire savoir au monde entier qu'au Cameroun, ce n'est pas le droit de la force, mais la force du droit. Sando, Lomtiti, après cette dernière sentence de la CAA, on a l'impression que c'est le coup d'arrêt sur le processus électoral. Mais à la FECAFOOT, on semble continuer à croire à une suite.
En fait, il ne faut pas être naïf. Les élections à la Fédération camerounaise de football avaient été programmées pour octobre avant d'être projetées pour décembre. Et sachant justement qu'en décembre, de par les textes, de par un certain nombre de choses, cette élection n'aura pas lieu. Et donc, logiquement, nous allons continuer à séjourner jusqu'à l'après Cannes. C'est pour rassurer Jean-Baptiste que c'est un jeu bien huilé et tout, parce qu'il y a des requêtes. Tant que même si la CCA n'allait pas faire, il y a des requêtes, on soupçonnait s'il y a des requêtes, il y a ceci, ça doit donner droit aux prolongations. Maintenant, autre chose, c'est que nous sommes dans un état de droit. Il faudra que les uns et les autres comprennent que la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui a été intégrée dans la loi du sport, que ce soit celle de 2011 ou 2018, a un pouvoir qui lui vient de l'État du Cameroun, y compris du Comité international olympique. Alors, cette chambre d'arbitrage siffle l'arrêt du processus électoral par une annulation. Cependant, on poursuit. Oui, on poursuit. C'est pour vous dire qu'on maintient le jeu parce qu'on voudrait aller jusqu'à l'après-Cannes. Après Cannes, il y a un certain nombre de choses. Mais ne soyons pas naïfs, ne soyons pas amnésiques par rapport à ce qui se passe au football. Parce que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, oui, il y a 54 fédérations et tout. Les 54 fédérations n'ont pas les mêmes intérêts sur le plan politique, malgré les attentes, malgré les apports des uns et des autres, Jean-Baptiste. Ici, il y a le jeu d'un certain nombre de gouvernants. C'est-à-dire, vous trouvez de la présidence jusque dans les ministères des gens qui voudraient placer les leurs au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y a ceux qui couvrent peut-être un frère. Je suis au commis de l'État, j'ai mon frère, mon demi-frère qui est quelque part, il faut que je le couvre pour qu'il ne tombe pas. Il y a maintenant d'autres enjeux qui sont économiques, c'est-à-dire les gens peuvent sortir de l'argent. Quand vous suivez M. Abdourahmane sortir des chiffres, lorsque vous suivez M. Seydou parler de 950 millions de francs de bloquer pour des problèmes juridiques, ça veut dire quand même qu'il y a le lait, le miel et le sucre de ce côté, et chacun d'entre eux devrait s'en servir. Ce n'est pas un problème de haut commis de l'État au niveau de haut juriste, parce que vous allez regarder à la Fédération camerounaise de football dans les commissions, vous trouverez des magistrats hors échelle qui prennent des dispositions et autres. Je dis que l'enjeu est ailleurs et les messages sont ailleurs. Évariste, lorsque vous êtes Camerounais et que votre cœur a battu à un moment donné du fait du but de Mila, peut-être là aujourd'hui le passeport français, du fait de l'arrêt de Joseph-Antoine Bell, peut-être là un passeport français, du fait du but de Samuel Eto'o ou de Mbouma, qui ont des passeports français ou italiens, je ne sais pas. Et qu'on vous dise quand même qu'ils ont obtenu ce passeport ou cette nationalité sur le plan sportif, et qu'on vous dise qu'ils ne sont plus Camerounais. Ce sont les nationalités sportives. Oui, mais maintenant, on interroge leur nationalité à quel moment? Ne soyons pas distraits, on interroge leur nationalité au moment où, Jean-Baptiste, c'est à vous que je m'adresse, au moment où nous préparons justement la CAN. C'est-à-dire, on dit à ceux qui sont là, parce que ceux qui seront dans le 23, vous avez au moins 80% qui ont la double nationalité pour des raisons sportives. On leur dit, OK, venez défendre votre beefsteak, demandez vos primes, mais le moment venu, vous n'avez pas le droit de regarder la gestion de ce football. C'est un mauvais message qui peut diluer les ambitions et les attentes du chef de l'État qui a investi au jour d'aujourd'hui près de 1500 milliards de francs pour préparer la CAN à la fois féminine et masculine. Donc je pense qu'on devrait tous être sereins ou bien cultiver la sérénité et l'humilité pour protéger l'intérêt du Cameroun. C'est entendu, Sando, l'homme Titi. Je termine par vous, Jean-Baptiste Biaye. Tout ce que l'on entend tout autour de ce processus électoral et la sens que l'on a de l'autre côté, on est porté de croire que le coup de sifflet, ce n'est pas pour bientôt. Mais lorsque à la FIFA, il retentit quand même ce coup de sifflet de la CAA qui siffle annulation et que c'est cette FIFA qui avait ordonné le début de ce processus électoral. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, la FIFA? D'abord, je constate avec l'ensemble de vos téléspectateurs, certainement ceux qui nous suivent ce soir, qu'il y a un peu trop de juridisme dans cette affaire. À un moment donné, on peut transcender un certain nombre de choses et penser intérêt du Cameroun et s'asseoir sur une même table et se dire il y a des choses sur lesquelles on peut passer l'éponge dessus. On y est allé déjà de toutes les tentatives. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut sauver le bateau Cameroun.
le Cameroun prépare une compétition d'envergure, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais tantôt, plus de 50 ans après, 1972. En même temps, elle prépare la paix après la CAN. Oui, on prépare la paix après la CAN, mais enfin, il vaut mieux préparer la paix après la CAN que de préparer la paix avant la CAN. Donc moi, je suis favorable pour que cette affaire-là n'ait même pas lieu en décembre. Si les gens veulent absolument être président de l'Africa Foot, qu'ils attendent la CAN. Moi, je parle là parce que moi j'ai essayé de sonder un peu l'opinion. Je ne sais pas si je suis à même de donner ce que l'opinion pense. En tout cas, l'opinion pense aujourd'hui qu'il vaut mieux laisser les joutes pour pouvoir penser CAN en ce moment, pour rester serein, pour que le Cameroun organise dans la sérénité. On vous a compris déjà, vous êtes pour la suspension de ce processus électoral, c'est le cas, Emmanuel aussi? Il faut continuer. Les faits sont simples. Hein. Les sentences, les lois et tout ça là indiquent justement qu'il faudrait sursoir à tout ce qui se passe en ce moment, revenir à la norme, c'est-à-dire que 2009, et leur donner un timing pour pouvoir mettre en place une équipe qui aille dans la préparation de tout le reste, quitte à ce qu'il y ait une programmation maintenant d'une élection même après la CAN. Mais le plus important, et moi je peux comprendre certaines personnes, c'est que, Évariste, comment vous vouliez qu'on vous fasse savoir que celui qui est en charge maintenant de mettre de la sécurité dans votre quartier, c'est le chef de gang. C'est-à-dire qu'on a attrapé un gang de voleurs, d'accord, on a essayé de les embastiller, et que maintenant le commissaire de police vous dise oui, nous reconnaissons que c'est les voleurs, mais seulement parce que nous n'avons trouvé personne à assurer la sécurité, nous vous demandons de bien vouloir accepter que le chef de gang trouve dans son gang quelques éléments et qu'eux s'occupent d'assurer votre sécurité. Comment vous faites quand vous êtes citoyen d'un quartier pour qu'on vous dise que voilà la solution? Donc moi je dis il faudrait qu'on fasse attention tout de même. On va continuer de suivre cette actualité, l'une des dernières donc en ce dernier sprint intermédiaire. On vous l'a dit, c'était une course sur route de cyclisme. Dernier sprint intermédiaire, donc c'est la Coupe du Monde de la FIFA. Selon Gianni Infantino, le président de cette instance mondiale du football, on devrait ramener l'organisation de cette compétition planétaire de 4 à 2 années. Il s'est tenu vendredi dernier une réunion des 211 représentants des fédérations civiles nationales. C'était en présentiel et en vidéoconférence. Gianni Infantino et certaines figures de proue, dont d'anciens joueurs de football, soutiennent mordicus que l'on devrait passer de 4 années à 2. Messieurs, à vous, qu'est-ce que cela peut bien apporter à cette compétition? D'abord la Coupe du Monde. Non, rien. Il faut être sérieux. Ça ne peut rien apporter. La preuve, c'est que celles des confédérations qui tiennent et qui ont un intérêt énorme dans le football. Pas même une organisation beaucoup plus récurrente? Ce n'est pas possible. Les confédérations qui ont un intérêt énorme dans le football et qui en même temps pensent à la vie des footballeurs, on dit niet d'entrée de jeu. Que ce soit la CONMEBOL, l'UEFA et bien d'autres, on dit niet. Ce qui est quand même le plus intriguant, c'est que le meilleur allié de Gianni Infantino dans cette affaire soit la CAF. C'est quand même... Bon, la CAF, par la voix de son président, est-ce qu'en interne à la CAF, il y a une élection? Parce que ça doit passer par là. Il faudrait que la Confédération, via un vote, via les présidents de la Confédération, disent si oui ou non ils sont d'accord. À partir de ce moment, on saura. Mais quand on fait un peu, quand on prend en image un peu ce que ça peut donner, nous allons segmenter les autres compétitions, c'est compliqué. Nous allons segmenter les différents intérêts. Sando, l'homme Titi, qui gagne quoi si l'on ramenait l'organisation de la Coupe du Monde à 2 années? Tout le monde paie. Déjà, je commence par les joueurs qui sont surexposés aux blessures. Quand vous imaginez les différents championnats, que ce soit le championnat camerounais même, qui n'est pas si élevé, que ce soit le championnat de France, d'Angleterre, d'Italie et autres, vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de sollicitations sur les sportifs. Je ne pense pas qu'on ait pensé à ce côté-là. Vous avez l'UEFA, la Champions League, il y avait la Coupe du monde de club, vous avez les différents championnats, vous avez les Jeux olympiques. Il faut procéder par étapes et vous allez vous rendre compte que les joueurs ne pourront pas forcément tenir. Ah oui, parce qu'il y a les coupes continentales. La coupe continentale. Il y a les coupes pour les clubs, les coupes pour les sélections nationales. Il y a
les éliminatoires. Les éliminatoires d'abord, compétitions, vous allez voir que les joueurs sont surexploités. Donc il y aura un peu trop de compétition. Trop de compétition et ça va diluer la qualité du spectacle. Autre chose, moi, ce qui me plaît dans le jeu, vous allez mettre les guillemets sur play, si vous le voulez, Évariste. Le président de la FIFA a dit qu'il aime tellement l'Afrique. Il a même failli pleurer par amour pour l'Afrique en demandant que la Coupe d'Afrique des Nations soit décalée ou de passer de 2 ans à 4 ans. Bravo, sacré amour pour un continent. Alors on inverse l'épaule. Sauf que maintenant, il inverse l'épaule, comme vous dites. Donc à partir de ce moment, est-ce qu'on est sérieux? On regarde le jeu d'intérêt. Qui perd dans ce jeu? Je voudrais me positionner de par ma chapelle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui perd, parce que vous allez regarder, à quelques détails près, on vous a dit on passe à 4 ans, par exemple pour la CAN, vous essayez de regarder si la Coupe du Monde se joue tous les 2 ans. Nous avons déjà, ils ont commencé à positionner la CAN au mois de juin-juillet, période à laquelle la Coupe du Monde devra se jouer. Alors, conséquence, Jean-Baptiste la CAN Bagné, va prendre un coup. Jean-Baptiste, pour vous maintenant, mais la CAF, elle perd. On l'a entendu de Sando, l'homme Titi, on l'a entendu d'Emmanuel Bankolo également. Seulement, la CAF semble pour, à l'exception de quelques fédérations nationales, à l'inverse de l'UEFA qui s'oppose vivement à ce que l'on passe de 4 années à 2. Est-ce que c'est l'UEFA qui a plus d'intérêt ou moins d'intérêt que la CAF? Non, je crois que cette intention du président de la FIFA de faire cette annonce-là est un véritable complot contre l'Afrique. Parce que, voyez-vous, nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans. C'est un projet pour tous les... Très bien, mais vous avez vu plusieurs fois que la Coupe d'Afrique des Nations a glissé plusieurs fois dans plusieurs pays. Vraiment, rien que pour 2 ans. C'est lorsque nous allons passer pour la Coupe du Monde à organiser pendant 2 ans que nous allons réussir, nous, en Afrique, à tenir ça. C'est un complot. Et un complot parce que on voudrait, si cela passe, que l'Afrique ne puisse pas avoir à espérer organiser une Coupe du Monde dans les 25 ou 50 prochaines années. C'est de ça qu'il s'agit. Et que le monde entier puisse organiser la Coupe du Monde simplement en Europe ou, je ne sais pas moi, dans d'autres continents, en tout cas que l'Afrique. À partir du moment où on organise la Coupe du Monde dans un autre continent, dans les 25 prochaines années ou dans les 50 prochaines années, tous les 2 ans, eh bien, ce sont ces continents-là qui bénéficient plus que l'Afrique. D'abord en termes d'infrastructures, en termes de retombées marketing, en termes de droits de télévision. Vous savez que cela brasse énormément d'argent. Ce n'est pas vous que je l'apprends. Et l'Afrique, dans ce cas-là, est où? Donc, moi, cette affaire d'Infantino-là, c'est un projet, un coup... Bon, beaucoup parleraient d'un coup d'État scientifique, mais je dis c'est un complot contre l'Afrique. Et un Africain sérieux ne peut pas cautionner cela. Vous voyez simplement, combien de fois on a glissé. Prenons les 54 États africains. Combien sont les États africains aujourd'hui qui sont capables d'organiser une Coupe du Monde, de co-organiser même une Coupe du Monde en 2 ans? Il n'y en a pas assez. La preuve, déjà, la Coupe d'Afrique des Nations, nous peinons à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de pays n'ont pas les infrastructures. Le Cameroun peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir des infrastructures modernes. Ah oui, tout à fait. Cela est connu et cela s'observe d'ailleurs. Combien d'autres pays peuvent organiser une Coupe du Monde en dehors de l'Afrique du Sud qui a fait peut-être quelques pays de l'Afrique du Nord? Mais combien? Et même là. Avant même les compétitions internationales, certains pays n'ont pas un seul stade homologué pour pouvoir accueillir une rencontre éliminatoire de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique. On le sait, le Cameroun va jouer à Tanger le 11 octobre prochain. Match retour contre le Mozambique qui a été déporté plutôt là-bas parce qu'à Maputo, il n'y a pas de stade suffisamment praticable pour l'instant. Ça peut se comprendre. Mais on termine par vous, Emmanuel Bankolo, sur ce dernier aspect. Qu'est-ce qui fait courir Infantino en Afrique? Est-ce que la CAF va tirer plus de dividendes aussitôt que l'on va revenir à 2 années? Non, 0 dividende. Le problème d'Infantino sur l'Afrique, c'est qu'il a trouvé un terrain propice à accepter un peu tout ce qui va venir dire qu'il ne soit pas censé. Mais l'Afrique a peu à offrir. L'Afrique a beaucoup à offrir. C'est pour cela qu'il s'y concentre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait que les lois
qu'il met en évidence sont celles qui visent l'Afrique. Prenez un exemple simple. Monsieur Infantino avait dit, pour que l'Afrique monte vraiment en puissance, il va réorganiser pour faire du football africain le meilleur football. Vraiment, il va falloir venir mettre en place un système de compétition élitiste. Et que ça, c'était bon pour l'Afrique. Sauf que, lorsque le président du Real Madrid et quelques amis décident donc maintenant d'avoir un championnat d'Europe élitiste, le même Infantino sort et dit non, lui, il est contre. Parce que ça va tuer le football européen, ça va tuer les clubs, et le football, ce n'est pas que les gros et tout. Mais ce qu'il défend en Europe, lui, il dit que c'est bon pour l'Afrique. Et vous avez donc quelques Africains noirs assis chez eux a dit que vraiment c'est la meilleure des choses qui soit arrivée au football africain. Ce n'est pas un problème de pauvreté non plus, parce que le président de la CAF est un milliardaire. Non, ce que je veux dire, je veux parler de la pauvreté d'esprit. C'est-à-dire que vraiment, c'est incroyable de voir que lorsqu'on nous a fait croire qu'on peut avoir, nous, quelques prébendes, des éléments qui vont venir détruire le football continental, on veut faire de ces éléments-là des choses qui passent. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Infantino ne peut rien avoir à proposer pour le football mondial et par conséquent, rentre du coup dans sa prochaine réélection. Il sait pour lui que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un à la tête de la Confédération à qui il pourra indiquer d'aller à gauche ou à droite. La preuve, aujourd'hui, lorsque vous êtes au Caire, vous avez l'impression d'être dans un département au niveau de la FIFA. Vous avez l'impression qu'on est juste dans un département Afrique. Vous avez quelques Africains et vous avez 15 à 16 Occidentaux qui sont bien installés et qui ont des postes importants. Donc, à partir de ce moment, on est dans une phagocytose de la Confédération africaine. Par la FIFA. FIFA. On veut ramener un peu Puisque à ce qu'elle était. C'est le seul continent, c'est la seule confédération qui a été mise sous normalisation par la FIFA. Vous pouviez l'imaginer du temps d'Ayatou que non. Ce n'est pas possible. Varis, pour sortir, parce que c'est la pause actuelle, je voudrais dire rapidement que la conspiration contre l'Afrique s'est mise aux yeux de tout le monde au jour d'aujourd'hui, parce que tout ce qui est fait amène des Africains ou bien amène des télévisions à ne plus être regardantes, ne plus souscrire pour l'Afrique, parce que c'est de regarder. En janvier, février, quand se joue la CAN, il n'y a aucune grande compétition mondiale. Donc ça veut dire que toutes les télévisions viennent ici, les sponsors, les annonceurs et tout ce que vous voulez, les partenaires. Or, si nous nous mettons en juin, vous avez la Copa d'América, vous avez l'UEFA, vous avez toutes ces compétitions-là. L'Afrique cesse d'être le centre du monde pour ce qui est seulement du football. Et les retombées ne sont plus à la dimension des attentes. Malheureusement, manque de personnes. Je pleure sur la tête de M. Ayatou parce qu'il a pensé gros. Sous lui, ces choses ne pouvaient pas se passer. À tout moment, il tenait et il frappait le poing sur la table. Et on voyait l'orientation de l'Afrique. Merci, Sando Lomtiti. On va s'arrêter là. Pour ce qui est de la pause actu, on vous a tous entendu. Ce que vous appelez conspiration, eh bien, aux yeux de Gianni Infantino, il s'agit des réformes qu'il avait annoncées à sa prise de fonction, des réformes qui, implémentées, devraient définir sa conception du management du football à l'échelle planétaire. L'Afrique, pour lui, étant considérée comme un maillon faible qui nécessitait une réorganisation, un relèvement des standards également. Pause actu, c'est terminé. On va passer à autre chose. La dernière étape de cette course sur route, il s'agit du débat. Le débat sur Sports Club ce soir, ce sera une série de coups de pédale sur la petite reine, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Ce sera dès mercredi prochain avec l'étape Bafia-Ntuy. Mais avant cela, demain, ce mardi, vous aurez d'abord la présentation des différentes équipes participantes. Les équipes camerounaises, elles sont déjà à Banganté où aura donc lieu cette cérémonie de présentation. On essaye d'interroger les préparatifs, comment aller à grande vitesse à cette édition tout en évitant une crevaison. Le panel, il reste le même. Mais d'abord,
Je vous propose de vous faire une idée précise des représentants camerounais dans cette compétition. Il s'agit de deux équipes. Une, vous en avez l'habitude déjà, de la SNH Vélo Club et une autre sélection nationale pour un total de 12 joueurs. La présentation des représentants camerounais. Armand Bassa. Vainqueur du Tour cycliste international du Cameroun, Clovis Kamzon Abosolo sera sans doute la cible des autres cyclistes étrangers lors de cette 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, prévu du 6 au 10 octobre prochain. Après un stage de plusieurs semaines passé en France aux côtés des cyclistes professionnels et de ses compatriotes Yao Gadji et Kono Idriss, le capitaine de la SNH Vélo Club est particulièrement attendu sur les routes de Banganté, Bafia, Tui, Yaoundé, Ebolova et Saint-Mélima. Lors de la 20e édition de ce Grand Prix cycliste, le Camerounais s'est classé 3e. Remporter le maillot jaune de cette 21e édition est un véritable challenge pour El Pistolero qui va souffler sur sa 30e bougie 24 heures avant la fin de cette compétition. Arthur Stella est lui aussi un habitué des compétitions cyclistes sur le continent africain. Lieutenant aux côtés de son capitaine, il défendra également les couleurs nationales au même titre que l'autre pensionnaire de la SNH, Yao Gadji, qui mettra forcément son expérience en jeu afin que le Cameroun remporte ce précieux maillot jaune. Le 4e sur cette liste de la SNH, composé de 6 cyclistes, figure en bonne place Kono Idriss, âgé de 27 ans. Talentueux et surtout efficace pour le collectif, Idriss est une valeur aux côtés de Ismaël Voken et Michel Tientieux qui auront aussi leur mot à dire dans ce Grand Prix. S'agissant de l'équipe nationale du Cameroun, le directeur technique national a jeté son dévolu sur Bissa Badjoda. Âgé de 29 ans, il est crédité d'une 5e place au récent Tour cycliste international du Cameroun et d'une 15e place au terme de la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Kosolo Sadikou, Jordan Kamdem, Marius Foueken, Joël Zan et Pepuna Ndjassé sont loin d'être des non-names. Tous ont des arguments à faire valoir sur les côtes et les plats du circuit. C'est d'autant plus que sur cette liste de 12 cyclistes, c'est un savant dosage composé des grimpeurs, des rouleurs et des sprinteurs. Armand, à Bassa, Jean-Baptiste Biaye, jusqu'à cette matinée, on avait enregistré les arrivées déjà des équipes françaises, néerlandaises, les équipes camerounaises. Qu'est-ce qui aura évolué entre-temps? Les équipes camerounaises se trouvent déjà bel et bien à Banganté. La dernière à rejoindre la capitale du département d'Undé est bien SNH Vélo Club qui est parti ce matin de Yaoundé pour Banganté. L'équipe nationale du Cameroun, depuis 72 heures maintenant, se trouve déjà à Banganté. En ce qui concerne les équipes européennes, elles sont toutes arrivées hier soir, le 3, à Yaoundé. Elles se trouvent encore à Yaoundé. Elles prendront la route de Banganté demain très tôt le matin, en compagnie des équipes africaines. Parmi les équipes africaines qui sont déjà dans nos murs, il y a tout naturellement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Eh bien, le Mali et le Bénin sont également attendus ce soir. Voilà un peu le point d'orgue et pour demain, c'est la présentation des différentes équipes qui vont donc participer. Où est-ce que cela se tiendra? Est-ce que les autorités locales sont... C'est à la place de fête de Banganté. Et d'ici, je vois un déploiement gigantesque de tout l'Ouest. Parce que les forces vives, les élites, mais surtout la mairie de Banganté avec à sa tête le jeune Eric Niat, ont mis tous les moyens pour que Banganté puisse accueillir favorablement cette compétition. Et j'ai souvent coutume de dire que le sport unit plus qu'il ne divise, en tout cas mieux que la politique. Et donc le cyclisme va être... en l'espace de 48 heures du côté de Banganté, un vecteur de paix, d'unité et de fraternité. On peut vous comprendre, Jean-Baptiste, mais il faut dire que c'est une épreuve 0
qui n'a aucune incidence sur les compteurs de cette compétition. Il s'agit juste d'un tour de préchauffe, une présentation des différentes sélections, étant donné que la première étape, la réelle, ce sera entre Bafia et Non, Tui. la première étape, c'est bien le critérium qui aura lieu à Banganté, dans la ville de Banganté. Après la présentation. Le critérium fait partie intégrante de la compétition. Donc, première étape, le 6 octobre du côté de Banganté, cette étape-là compte dans le cadre du... c'est seulement un circuit fermé. Oui. Maintenant, après le circuit fermé, on va faire ce qu'on appelle, dans le jargon du cyclisme, la course en ligne. Donc, celle-là qui va partir maintenant, à partir de la deuxième étape, qui va partir de Bafia dans le département du Mbam et Inobo, pour Tui dans le département du Mbam et Kim. Voilà, la deuxième étape. Je précise à toutes fins utiles, puisque dans votre introduction de cette émission, vous avez parlé de la 18e édition. Il s'agit bien de la 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Voilà qui est précis sur le numéro d'édition, donc, et le Cameroun qui a eu le bonheur de décrocher, d'être sur la plus haute marche du podium 5 fois uniquement depuis le début. Et très souvent, ce sont les légions étrangères qui viennent ravir la vedette. Est-ce que cette fois-ci, avec ce stage qui a été donné aux meilleurs cyclistes camerounais, on peut avoir espoir que le Cameroun aille un peu plus loin? On peut toujours caresser le légitime espoir de remporter une compétition, mais j'ai toujours dit, et je parle sous le contrôle de Sando qui maîtrise bien le cyclisme aussi, on ne décrète pas les victoires. D'abord, sur le plan sportif, de manière générale, ça ne se décrète pas. Pour que vous puissiez gagner, que ce soit en football ou dans une autre discipline, il faut travailler, il faut aller chercher ces victoires très loin. Donc, on peut bien comprendre les Camerounais qui veulent toujours les victoires, mais sachez que ceux qui viennent là, ce ne sont pas les enfants de cœur. Peut-être viennent-ils aussi pour arracher les mêmes victoires. Peut-être viennent-ils pour avoir autant de points qui leur permettent de compétir à l'échelle internationale, parce que c'est de ça que l'enjeu, c'est à ce niveau-là. Donc, de ce point de vue, mais je pense que pour être sérieux, il faut dire que les Camerounais ont les mêmes chances que tous les autres. En tout cas, lorsqu'on regarde la liste, attentivement, la liste des coureurs qui sont dans les autres pays qui participent à cette compétition, on a la faiblesse de penser que c'est quand même au niveau du Cameroun. N'oubliez pas que la compétition est de catégorie 2.2 et donc ce n'est pas 2.1 comme ce qui se passe au Rwanda ou bien à Missa Bongo. Donc de ce point de vue, les Camerounais ont toutes leurs chances à ce niveau-là pour pouvoir compétir. Encore que beaucoup d'entre eux, je m'entretenais encore ce matin avec un coureur venu de Martigues Sport en France, avec qui Kamzon Abesolo a séjourné pendant plus d'un mois. Un mois de préparation. Dans la même écurie. Et il m'a confié que... Avec le même encadreur. Oui, avec le même encadreur, René Pouget, qui est même déjà dans nos murs également à Yaoundé. Alors, ce coureur m'a fait part de ce que c'est avec une certaine fraternité, une certaine amitié. On va interroger cette cohabitation pendant la préparation. Voilà. J'espère que l'aspect diplomatique ne prendra pas le pas, mais on va interroger les performances. Sando Lomtiti, les Camerounais sont quand même en droit d'espérer mieux. Il y a un coureur qui a le vent en poupe en ce moment. En tout cas, on peut le déduire sur une bonne série, 2018, et le vainqueur du Grand Prix, Chantal Biya, Clovis Kamzon, à Abesolo. 2017. Il est en forme. Cette année encore, il a remporté le Tour cycliste international du Cameroun. Et il revient d'un stage de France. On est en droit d'espérer quand même une bonne préférence à travers lui. Oui, en fait, vous savez, mon discours vis-à-vis de l'organisation des événements sportifs au Cameroun. Avant l'organisation globale, Clovis Kamzon. Oui, je parle de Clovis. Je veux répondre à votre préoccupation, Varis. Je voudrais dire que la Fédération camerounaise de cyclisme, en ce moment, pour le Grand Prix Chantal Biya, a pris les meilleures dispositions possibles pour permettre aux adeptes de mieux se préparer. Et nous saluons là la mise en stage de Kamzon Abesolo, qui a montré qu'il avait la capacité de se battre face aux meilleurs, parce qu'on a vu la gestion de son chrono lors du dernier Tour cycliste international, et on a senti qu'il était là face à des concurrents comme le Burkinabé qui était aux Jeux Olympiques, Paul Dumont. Et on a senti que Kamzon a gagné en maturité. On a salué à partir de là le travail d'accompagnement de monsieur le directeur technique national Joseph Ouvouna et de l'ensemble des membres du groupe. Si le discours qui a été tenu lors du Tour cycliste international est tenu, parce que avant chaque étape,
le président et son équipe s'adressaient aux athlètes et autres, je pense que ce serait très bien. Bon, maintenant, gagner, ce n'est pas ce que je voudrais forcément dire. Étant entendu que la France organise, vous allez me dire qu'on ne fait pas le nivellement par le bas, la France organise le Tour de France qui est le meilleur événement cycliste du monde, mais rarement cette France a gagné. Mais est-ce pour autant que la France a baissé les bras? Les Camerounais Ça fait devraient... même plus de 30 ans, ils n'ont pas gagné. Les Camerounais devraient se préparer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous ai vu, vous-même en première ligne, lors du Tour cycliste international, suivre ces athlètes, vos émotions et tout. Nous, on les recevait en studio aussi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf maintenant, je vais faire une mauvaise passe à Jean-Baptiste lorsqu'il dit que le sport est fait pour unir et tout. Non, l'étape de Banganté, si aux yeux de la Fédération camerounaise de cyclisme, c'est une étape pour restituer à l'Ouest la région de l'Ouest, ce qu'elle a apporté, je pense que Banganté aurait été le mauvais choix possible. Pourquoi? Sur le plan purement politique. Purement politique parce que Mme Ketia Koutes fait partie des rares femmes à diriger une équipe communautaire avec un certain succès. Panthère de Banganté. Elle est passée maire et elle est devenue ministre aujourd'hui. Et là, il s'agit du football. Justement, il s'agit de football. Vous avez quand même le maire de Banganté, dont la puissance politique est contestée par Madame le ministre et qui, lui, il a une assise aussi sur le plan du basketball où il s'est véritablement investi. Est-ce qu'en faisant venir ou en accueillant une compétition cycliste au lendemain des renouvellements politiques dans l'Ondé où il y a eu des batailles, est-ce qu'il ne va pas damer le pion à Mme Ketia Koutes? Est-ce que les pions de l'un ne vont-ils pas mettre les bâtons dans les roues? Nous parlons cyclisme justement, dans les roues de l'autre. Je sais que ce ne sera pas de gaieté de cœur et ce ne sera pas Banganté qui va accueillir véritablement Jean-Baptiste va réagir tout à l'heure pour nous expliquer comment on peut éviter une telle crevaison. Mais permettez d'abord à Emmanuel Mbankolo, qui jusqu'ici n'a pas dit le trait de mot sur ce volet de débat. Emmanuel Mbankolo, il y a une grande absence. C'est un pays vedette, c'est un pays phare du cyclisme en Afrique, le Rwanda, qui ne participe pas à cette compétition. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun? Oui, bonne et mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous donne la possibilité simplement de penser qu'on peut faire le podium, mais une mauvaise nouvelle par rapport à la crédibilité de la compétition. Parce qu'avoir tous les meilleurs, ça fait la crédibilité de la compétition, ça rehausse la compétition. Mais maintenant, il va appartenir aux Camerounais simplement d'exploiter cela. Mais il faut dire que les autres pays aussi sont en train de se réjouir de l'absence des Rwandais. Non, moi, je pense une seule chose, c'est que, je le disais déjà ici il y a quelque temps, c'est que pour cette année, pour cette compétition, il y a eu moins de grabuge, moins de ramdam, beaucoup plus d'efficacité dans le travail. Et ça se sent aujourd'hui parce qu'on est à quelques jours, vous voyez qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress. On a des équipes qui sont déjà en place, qui sont déjà sur nos terres. On a des athlètes qui sont déjà là. On est sûr déjà des différentes étapes. On sait exactement, tout est attendu. Et c'est là quand même qu'il faut aller apprécier l'action. Quand on parlait de grabuse, c'est-à-dire que à la Fédération camerounaise de cyclisme, Jean-Baptiste Biaye et ses pairs là-bas n'ont pas eu de stress. Oui, il n'y a pas de stress. Est-ce que la compétition sera reportée? Est-ce qu'elle aura lieu ou pas? Jean-Baptiste a été moins dithyrambique dans les réseaux et plus efficace sur le terrain. Il y a eu une communication totalement différente des années précédentes. Et c'est la preuve aussi qu'à la Fédération camerounaise de cyclisme, on a pris de l'expérience et de la maturité en la matière. Parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un discours pour faire le constat de ce qu'on a pris des galons en termes de gestion, d'organisation, de management de ce type de compétition. Vous le constatez simplement et sur les faits. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le fait de ce que on est à quelques jours, les équipes sont déjà là, toutes les mesures sont prises, on sait exactement d'où à où on va aller. Et c'est pour ça que je dis, il fallait féliciter l'action de tous les maires des différentes villes où vont passer simplement le tour, mais beaucoup plus l'action du maire de Banganté parce qu'il y a eu une implication énorme de sa part. C'est que moi, je ne regarde pas la retombée sur le plan politique. Ce que je vois, c'est un maire d'une certaine stature qui est jeune et qui est un homme du sport et qui, lui,
a pris sur lui et a récupéré le bras tendu de la Fédération camerounaise de cyclisme en se disant on va l'accompagner, il faut qu'on démontre que Banganté c'est une ville de jeunes, et ayant à la tête de sa ville, de sa mairie un jeune, on décide simplement d'accompagner et d'apporter le meilleur de nous. Et ce jeune, c'est Éric Niat. Il est président de la Ligue régionale de basketball de l'Ouest et vice-président fédéral à la fédération. En même temps seulement. Et je crois que c'est politique, aussi la force d'une collaboration. C'est-à-dire que c'est la démonstration de ce que des fédérations n'agissant pas. Et qui peut avoir justement ce pont-là entre les fédérations, parce qu'il est vice-président de la Fédération camerounaise de basket. Alors, et il tient la main, il apporte un peu du sien à la Fédération camerounaise d'athlétisme. Quoi de mieux encore? Voici venu le moment pour Jean-Baptiste de réagir. Oui. Comment le cyclisme va devoir agir donc sur l'unité nationale à ce niveau-là? D'abord, merci pour l'intervention et les propos très aimables de mon ami Mbankolo, qui par le passé savait nous brocarder. Mais maintenant, je pense que nous avons coutume de dire, nous, à la Fédération camerounaise de cyclisme, qu'on ne peut pas être sur une fenêtre d'une maison et se voir passer dans la rue. Et donc, de ce point de vue, ceux qui nous observent apportent des critiques et nous essayons, autant que faire se peut, de pouvoir nous améliorer. Et je pense que tous les ans, nous essayons de faire et nous laissons la latitude aux observateurs de dire ce qu'ils en pensent. Mais maintenant, sur le volet politique, vous savez, la fédération n'a pas choisi Banganté pour des raisons politiques. Monsieur Sando, là je réponds à Monsieur Sando tout à l'heure, qui m'a fait une passe, parce qu'on est quand même sur un plateau de passe. Dans le débat précédent, il m'a donné une passe, il faut que je lui retourne cette passe-là. Non, nous n'avons pas choisi Banganté pour des raisons politiques, la fédération étant, pour en parler, apolitique. Ça, c'est la première chose. Simplement, il y a une vision de la fédération impulsée par le président fédéral Honoré Yossi, c'est une politique d'ouverture. Parce que en prenant acte du discours présidentiel de 1982, 14 décembre 1982, lorsque le président de la République s'adressant aux sportifs qu'il recevait au Palais de l'Unité, et parmi ces sportifs-là, il y avait les cyclistes camerounais, il avait tenu un discours qui reste plusieurs années après, toujours d'actualité. D'abord, il a dit, il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur, ni de sport réservé. Mais ce qui a retenu l'attention des gens et qui nécessite qu'on magnifie ça et qu'on mette toujours en exergue dans ce discours, c'est toujours qu'on considère les athlètes de manière générale comme des vecteurs de paix, de consolidation de l'unité, de la fraternité. On ajouterait même du vivre ensemble aujourd'hui, si on veut être... Jean-Baptiste, voilà. Après le passage du Grand Prix, cette 21e édition par Banganté, qu'est-ce qu'on laissera derrière? Ben, d'abord, des images tout à fait séduisantes d'une ville de Banganté généreuse, d'une ville dynamique, dont les populations sont travailleuses et conquérantes, mais beaucoup plus, dont la jeunesse est plus sportive. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... Il y a une réconciliation entre les dirigeants sportifs et politiques à la fois. Ben, je puis vous rassurer de ma stature de communicateur de la fédération que Mme Cortez a déjà donnée, qui est ministre de l'Habitat et élite, première élite de la ville de Banganté. En tout cas, même pas première élite, l'une des élites. Parce que là, je risque de faire des jaloux, parce que la première élite, c'est la deuxième personnalité de la République, qui est le président du Sénat. Voilà. Qui est vraiment toutes mes excuses. Oui, toutes mes excuses à monsieur le président du Sénat qui doit nous suivre en ce moment. Mais je dis que Mme Cortez sera bel et bien présente à la cérémonie protocolaire demain à Banganté. Elle a donné son accord de principe, aux côtés certainement du maire, puisque le maire va délivrer un message de bienvenue en l'occasion. Et peut-être d'autres personnalités politiques de la région de l'Ouest. Le gouverneur sera là, mais également de Banganté et de la ville de Banganté en particulier. Vous êtes satisfait? Oh, pas vraiment, mais c'est le directeur de la communication. Il a intérêt à protéger tout ce qui se passe autour de la fédération. Non, pas seulement protéger. Je voudrais dire que de ma bouche, je n'ai pas dit que le choix de Banganté a été fait sur le plan politique. Mais je parlais des récupérations politiques. Et j'admire le grand amour
si vous le voulez, entre Madame le ministre et le maire. Vous avez suivi l'élection, la reprise des élections et tout. Être sur la tribune ne veut absolument rien dire en politique. Absolument. Donc, Madame Coutès sera là, elle peut me donner 10 millions et que le maire donne 3 millions. Mais ces 10 millions, on les a vus. Nous avons vu également des jolies images de Madame le ministre dans une voiture décapotable passant devant la maison de Monsieur le Président du Sénat, le géniteur du maire de Banganté. Donc, moi, je dis, il faudrait que le sport soit au-dessus, que le maire ne prenne pas l'organisation ou bien le passage du cyclisme comme une victoire face à Madame le maire ou que Madame le ministre, que Madame le ministre ne se mette pas en tête que voilà monsieur qui a fait venir des sportifs internationaux ici, ce que je n'ai pas fait parce que par le passé, elle a fait venir des gens de la ville et tout, donc d'autres personnalités internationales. Je dis, le combat est ailleurs dans leur jeu et je souhaite tout simplement que le cyclisme soit véritablement gagnant sur ce coup-là. Je voudrais préciser à toutes fins utiles, Évariste, par rapport à cette question-là. Ce sera en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, simplement pour dire que là où la politique divise, le sport unit. Et je répète, le cyclisme est un vecteur d'unité et de rassemblement. Je puis vous préciser de ma posture, ma modeste posture de responsable de la communication, j'ai vu passer une correspondance de Madame le ministre à Monsieur le maire, lui demandant humblement de procéder à une mobilisation de tout l'Ouest, de tout Banganté, pour que ça soit un succès total. Ça veut dire que les deux fument le calumet de la paix qui est politique sur le plan sportif. Et la réponse du berger à la bergère 24 heures après, c'est le maire de Banganté qui a commis un communiqué appelant justement la mobilisation de toutes les forces vives de l'Ouest, de Banganté, du département d'Undé, pour accueillir cette compétition. Pour la première fois, je précise à toutes fins utiles, ça c'est une des raisons, je vous ai dit, la politique fédérale était celle d'ouverture, parce qu'en réalité, les régions qui étaient les régions traditionnelles, à savoir le centre et le sud, pour le Grand Prix Chantal Biya, et que les gens avaient considéré comme étant une sorte d'accaparement de la marraine qui devrait être une marraine nationale, eh bien, la politique de la fédération était donc d'ouvrir cette compétition dont la prestigieuse marraine est l'épouse du chef de l'État à toutes les régions du Cameroun. Il n'est pas superflu de penser que, et au niveau de la fédération, on y pense sérieusement, qu'on puisse amener cette compétition dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest un de ces 4 matins. Jean-Baptiste Biaye, on va avancer. Revenons maintenant au volet purement sportif. Le tenant du titre, il est rwandais. L'absence du Rwanda, comment elle est entendue au sein de la fédération? Non, d'abord, premièrement, il n'y a pas une règle qui indique que le Cameroun doit absolument inviter le Rwanda à tous les coups, ou même d'autres équipes. Mais la présence du Rwanda est quand même le relèvement. Oui, mais la présence du Rwanda fait que, oui, le Rwanda est l'une des meilleures sélections, des meilleures équipes africaines. Oui. C'est le premier pays qui va arbitrer les championnats du monde de cyclisme. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des nations qui ont des compétiteurs de renom. On a parlé du Burkina Faso avec le jeune Domo qui vient de prendre part. Je l'ai rencontré ce matin, mais il a du jus dans les jambes lorsque vous le voyez pédaler. Il vient de prendre part aux Jeux Olympiques, comme vous le savez très bien. Donc, c'est un garçon, il faut faire attention avec lui. Je rappelle que dans les rangs, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a le retour en force de Cissé Isiaka. Cissé Isiaka qui n'était pas déjà là lors du Tour du Cameroun 2021, mais qui revient pour le Grand Prix Chantal Biya. Et donc, c'est une performance extraordinaire en Afrique. Je n'oublie pas tous les autres compétiteurs qui viennent maintenant d'Europe. Pas à interrogation et à partir de ce moment, les choses vont beaucoup plus vite encore. Emmanuel, c'est entendu. Je précise à toutes fins utiles que M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette compétition dans un salon feutré d'un hôtel de la place,
n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la Fédération camerounaise de cyclisme par rapport à cette innovation majeure. Oui. D'ailleurs, on retient du professeur Narcisse Mouele-Kombi au moins 2 mots, puisque j'étais là comme un élève qui prenait les cours dans un amphi. Oui. Ce jour où il a prononcé un discours qui n'était pas lu, parce qu'on avait préparé un discours pour lui, mais il a évité de le lire, il a professé. Il a donné un enseignement et c'était un cours magistral. Oui, et j'ai retenu 2 choses. On va pas prendre il parlait de la frénésie et de l'hérésie. J'espère que, M. Sando, vous y comprenez quelque chose. Vous qui avez évoqué l'aspect politique de l'affaire. On va pas revenir à ce cours magistral. Ici, on était sur ce qui est considéré comme un des trophées de votre fédération, ce grand coup, la préparation des athlètes camerounais hors de ce pays, même si c'était une cohabitation avec une écurie française qui est concurrente. Mais petit souci quand même, ils sont partis 3. 2 coureurs sont revenus. Où est Idriss Kono? Écoutez, je voudrais d'abord dire que pour le stage de ces 3-là, c'était grâce à la collaboration qu'il y a entre la Fédération camerounaise de cyclisme et SNH. Et l'ambassade de France. Non, d'abord SNH Vélo Club. Ouais. Et je précise à toutes fins utiles, et cela est nécessaire de le dire, que c'est SNH qui a financé ce stage-là. Remercier M. l'ambassadeur de France au Cameroun qui a permis toutes les facilités diplomatiques pour que ces enfants-là puissent aller se former. Voilà à peu près ceux des acteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce que... Merci pour cet élément. Maintenant, la question... Très bien, mais la question est de savoir... Où est passé Idriss Kono? Eh bien, les encadreurs techniques n'ont pas pu retenir Idriss Kono. D'ailleurs, dans le papier de tout à l'heure, lorsque M. Ambassa faisait part des athlètes camerounais, les athlètes. Il a présenté Kono. Je précise à toute fin utile que Idriss Kono n'est pas sélectionné pour cette compétition, malheureusement. Et ça, c'est à la discrétion des encadreurs. Il a été remplacé. Il a été remplacé par Kwere Nounawe dans la sélection de SNH. Pourquoi? Et ça reste encore à la discrétion des encadreurs techniques. Et ils ne m'ont pas expliqué pourquoi. Et je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Peut-être que le jour où j'aurai la bonne information, je reviendrai ici pour vous dire pourquoi. Ni même SNH Vélo Club, qui est l'employeur de ce garçon, n'a commis aucun commentaire, aucune information là-dessus. Et donc, je ne peux pas en dire plus sur un plateau de télévision. Oui, d'accord. Seulement, il nous est parvenu quand même qu'il se serait agi d'une fugue. Sando, je n'ai pas les éléments de preuve. C'est une préparation. On s'attendait à 3 coureurs. Je n'ai pas les éléments de preuve. Face quand même un bras de fer avec les concurrents. Mais là, il s'agira plutôt de Idriss Kono introuvable. Oui, avant de répondre à votre préoccupation, je salue 2 éléments importants venant de 2 personnes sur ce plateau. Emmanuel Bankolo et Jean-Baptiste Biaye ont dit qu'en sport, comme tout ailleurs, il faut mieux approcher son adversaire pour mieux le connaître et le combattre. Ça rejoindrait peut-être mes paroles tout à l'heure au niveau de... En pause actu. En pause actu. Et même, on parlait de cette politique au niveau de Baganté. Merci Jean-Baptiste de reconnaître qu'on peut se rapprocher de son concurrent pour mieux l'étouffer. Deuxième élément de reconnaissance, tout le monde connaît quand même la proximité qu'il y a entre le ministère des Sports et Emmanuel Bankolo d'un côté et de l'autre côté, le poids de Jean-Baptiste Mbiaye au niveau du cyclisme. Et lorsqu'on dit que le ministre défend un dossier lorsqu'il le trouve costaud, ça veut dire que monsieur le ministre, Jean-Baptiste, j'ai compris, frénésie et autres, là maintenant, le ministre n'a pas soutenu, il n'a pas été très présent au Tour cycliste international du Cameroun, sauf à l'arrivée, tout simplement parce que le dossier n'était pas très bien monté. Donc, dit comme ça, je voudrais très rapidement revenir sur votre préoccupation et dire que les fugues des athlètes ne sont pas seulement les éléments des Camerounais. On a vu d'autres pays et tout. Il faut aller questionner sur les départs de nos compatriotes au moment où la fédération, pour cette compétition, tout au moins, ça il faut le saluer, des 2 mains a ouvert les portes pour pouvoir faire un stage. Avant, ce stage n'a pas été fait. Cette fois-ci, on vous donne l'opportunité d'aller vous frotter aux autres, de prendre contact, de revenir dans votre pays, afin même de repartir par la suite. On a eu des gars qui sont partis, qui sont sortis, peut-être, je n'ai pas la bonne information, Jean-Baptiste va me rectifier, sur des gars comme Gengok,
qui étaient quand même des fers du cyclisme camerounais, qui sont partis en Espagne et ailleurs, et on n'entend plus parler d'eux véritablement comme des compétiteurs. Donc je dis, il faut encourager, il faut informer, il faut éduquer nos athlètes en leur faisant croire que ce n'est pas tout le monde qui reste en Europe ou en Occident qui devient forcément un grand athlète. Il serait de bon ton. Jean-Baptiste a parlé tout à l'heure de 2 compétitions de cyclistes internationales organisées au Cameroun. Peut-être par humilité, il a oublié de dire que le Cameroun a également organisé une CAN junior et que la Confédération africaine de cyclisme voulait même que cette compétition se passe régulièrement au Cameroun. Donc, ce sont des points de cette fédération qu'il faut souligner et dire que si les compétitions sont organisées de manière régulière, s'il y a l'implication réelle des uns des autres, pas seulement l'implication politique, mais l'implication au niveau du sponsoring. Et c'est là où je croyais que Jean-Baptiste devait me rectifier, parce que le cyclisme ne s'invite pas, c'est vous qui l'invitez à un moment donné pour ce qui est des municipalités. Ici, sur ce plateau, dans ce studio, j'ai eu à dire que, et avec Manuel Bankolo, que je salue d'ailleurs, que les municipalités devraient acheter les passages du Tour cycliste international sur leur territoire. Cette fois-ci, si le maire l'a fait, il faut le saluer et inviter les autres municipalités à le faire, inviter les entreprises à créer les écuries. Le cyclisme, je le dirai toujours, est la seule discipline, ou l'une des rares, en dehors du marathon, où vous êtes chez vous et vous voyez le spectacle passer avec un bonheur réel. Donc les gens devraient s'impliquer pour accompagner la fédération, créer les écuries. Alors, je ne m'érige pas, Sando, en défenseur de Jean-Baptiste Biaé, mais je rappelle quand même des faits de reporter que même lors du Tour cycliste international du Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées ont été associées. On se souvient qu'à chacune des étapes, que ce soit au point de départ qu'au point d'arrivée, il y avait une implication de chacune des mairies locales. Bon, maintenant, sur... Et puis la présentation qui a eu lieu l'autre jour dans un hôtel de la place était une opération de charme en faveur de ces municipalités. Une innovation, une fois de plus, de la Fédération camerounaise de cyclisme. Merci à ceux des maires et des présidents ou représentants des régions qui ont effectué le déplacement, parce qu'il faut vendre l'événement. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que les mairies en particulier ou les localités traversées par le cyclisme puissent ouvrir une fenêtre de visibilité. D'abord sur le Cameroun et peut-être dans le monde, étant entendu que la compétition draine des médias qui couvrent notamment la CRTV. Merci beaucoup à M. Jean-Baptiste, je voudrais que vous apportiez une demande d'éclairage. On ne s'est pas entendu, vous et moi, lors du Tour cycliste international, lorsque je me suis inquiété de l'absence de toute autorité, même pas un agent de Oumé à Limbé. On ne s'est pas entendu, vous et moi, et vous m'avez interpellé en tant que confrère et ami. Je voudrais maintenant que vous expliquiez aux téléspectateurs comment toute la région du sud-ouest, parce que la haute personnalité de sport ou politique qui était là, sauf erreur de ma part, vous allez me corriger, vous devez c'est vous, puisque vous y étiez, c'était madame la directrice du stade de Limbé. Comment se fait-il qu'au sud-ouest, c'est là? Alors, on ne reviendra plus sur ça, mais je vous dis que le sud-ouest a ses particularités. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que nous avons organisé cette compétition dans un contexte que tout le monde connaît. Et arrivé dans le sud-ouest, tout le monde a compris que, d'abord, il était difficile pour les cyclistes peut-être d'arriver dans le sud-ouest. Mais le déploiement extraordinaire de notre vaillante armée, qui était professionnelle, vous avez vu qu'il y avait, depuis le pont sur le Mungo jusqu'à Limbé, le chemin était balisé. Le chemin était balisé, il y avait des jalons de militaires armés jusqu'aux dents. Et donc, dans un tel contexte, comment vouliez-vous avoir plein de gens à l'arrivée? Donc, il y avait ce contexte-là, et il faut mettre bout à bout les éléments pour pouvoir juger. Non, ce que je voudrais dire, la fédération a pris des dispositions pour informer les autorités administratives et municipales de l'arrivée de la compétition, comme c'est le cas en ce moment. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je voudrais, vous ne m'avez jamais rien refusé, Évariste. Mais ce sera pour 30 secondes. 30 votre dernière secondes, prise de parole. Au moment où on arrive au terme de cette émission. Innovation, pour la première fois, nous allons à Banganté, on l'a déjà dit. Ouais. Mais la première étape est également une innovation de taille parce qu'en 21 ans, elle ne s'est jamais couru dans le cadre de cette compétition-là. C'est l'étape Bafian-Tui qui va réserver quand même des merveilles. Tout au long du parcours, un beau paysage, beaucoup d'aspects touristiques, culturels même,
à explorer et à voir. Là, c'est l'élite du Mbam qui parle. Bon, enfin. Emmanuel Bankolo. Mais surtout l'autre Emmanuel étape également Bankolo, qui ira du côté de après Ebolova, où il y a une sorte de paradis sur terre du côté d'un Colandom, chez le ministre d'État, ministre Famendongo, Jacques Famendongo, qu'il merci. faut facilement absolument découvrir. Merci à vous Jean-Baptiste. Votre mot de fin, Emmanuel Bankolo, quelle compétition, quel tour cycliste, quel grand prix Chantal Biya cette fois-ci? Non, c'est en termes d'organisation, on a l'impression que c'est déjà pratiquement fait. Mais maintenant, il faut dire, lorsque Sando parlait justement de l'implication, mais Jean-Baptiste l'a rejoint, quand il parlait tout à l'heure de cette fenêtre qui doit être ouverte par les collectivités locales pour pouvoir vendre la compétition. C'est exactement de ça que Sando parle. Le tout n'est pas d'avoir au départ de la course les représentants, les patrons des collectivités et puis qu'à l'arrivée, ils soient présents. Non, le tout, c'est l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'avant la course, aujourd'hui, quels sont les sons qu'on a du maire de Ntui aujourd'hui qui va voir passer la première étape? Qu'est-ce qu'on a de Ntui aujourd'hui? Est-ce que le maire de Ntui a pris sur lui de pouvoir faire une petite vidéo de la ville, de la transmettre à la CRTV ou encore à la fédération pour qu'avant la première étape, on ait une idée de la ville de Ntui sur le plan touristique? Est-ce que cela a été fait? Après la course, qu'est-ce qu'on fait en Ntui des retombées de la course? Est-ce qu'on ne démarre pas du coup la vente de la prochaine course? Merci Emmanuel. On a entendu cette suggestion que vous faites aux organisateurs. Jean-Baptiste, dans son rôle de communicateur, saura porter le message. Pour terminer, ce sera avec vous, Sando, l'homme qui... Peut-être qu'avant de terminer... Non, on ne reviendra plus à vous. Merci. Non, permettez-moi de faire quand même une virgule pour la CRTV qui nous accueille. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je remercie la CRTV? Il y a 10 secondes. Parce que la CRTV retransmet d'abord en direct et en intégralité cette compétition. La fédération est reconnaissante vis-à-vis de la CRTV et de son directeur général et tout son personnel pour cet accompagnement sans calcul. Ça, il fallait le dire et je l'ai dit. Parce qu'à la vérité, lorsque la CRTV va déployer, et j'ai vu la liste des gens qui seront déployés sur le terrain, c'est 30 personnels qui doivent être déployés pour retransmettre en direct l'événement pendant 5 jours en intégralité. Sensiblement le même effectif que lors du Tour cycliste international du Cameroun. Je précise à toutes fins utiles que la CRTV a aussi un maillot qu'il doit remettre. Le maillot vert. Le maillot vert. C'est extraordinaire. Merci infiniment à la CRTV pour cet accompagnement. Alors, ceux qui devaient vous entendre, vous ont entendu. Sando Lomtiti. Oui, en fait, il faut dire qu'il y a des efforts qui ont été fournis par la Fédération camerounaise de cyclisme et ça veut dire que ce que nous disions aussi sur ce plateau pendant le Tour cycliste, Emmanuel, les autres et moi, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et que les échanges que j'ai eus avec le président, le secrétaire général, M. Mbiaye, ont porté à quelque chose. Bon, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Maintenant, il faudrait tout simplement que les uns et les autres s'appliquent et s'impliquent véritablement pour que la cagnotte soit élevée et qu'on permette au Cameroun non pas d'inviter forcément des cyclistes, mais que les gars viennent spontanément afin de faire passer notre tour cycliste ou le Grand Prix Chantal Biya à 2.1, c'est-à-dire semi-professionnel comme ça a été à une certaine époque. Ce n'est pas l'affaire seulement de la fédération, mais c'est l'affaire des entreprises qui viennent avec des primes qui permettent d'encourager les autres à venir très très nombreux. Merci Sando Lomtiti, merci également à vous Emmanuel Bankolo. Ma gratitude à Jean-Baptiste Biaye, à vous aussi. Nous venons de traverser la ligne d'arrivée de cette course linéaire, la course sur route. C'était donc l'état des préparatifs du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la 21e édition dont le départ sera ce critérium organisé dans la ville de Banganté. On espère que la vitesse sur les coups de pédale n'a pas été vertigineuse. Sport Club, pour cette édition, c'est terminé. On prend rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.